Mon invité aujourd'hui, c'est Sébastien Fraisse, président du directoire du groupe Indigo. Bonjour. Et bienvenue dans Changement de vitesse. On a été la première entreprise à déployer une station de recharge rapide dans un parking souterrain. On avait coutume de dire chez Vinci Autoroute que les parkings c'était des autoroutes à vitesse nulle. C'est-à-dire quoi, on doit rénover sans cesse pour réussir à réaménager selon la taille des voitures? Dans les nouveaux ouvrages, on intègre, dans notre dimensionnement, on prend en compte ces nouvelles réalités, mais pour l'immense majorité de nos parkings qui sont quand même des conceptions plus anciennes, on essaie de faire au mieux parce que le comportement d'un électromobiliste est très différent de ses prédécesseurs qui sont encore véhicules thermiques, dans le sens où il finit par se charger là où il se gare. Vous allez faire descendre des poids lourds Absolument. sous la place de l'Étoile presque. Le sujet de la logistique urbaine ne trouvera sa solution qu'à travers de l'innovation foncière. Il faut savoir que Vélib fait autant de courses que le service de vélo partagé de New York, de Manhattan, avec 2 fois moins de vélos. Mon invité aujourd'hui, c'est Sébastien Fraisse, président du directoire du groupe Indigo. Passé par Polytechnique et les Ponts et Chaussées, puis par le ministère de l'Équipement, il entre ensuite dans le monde des autoroutes, chez ASF puis Vinci Autoroute, avant de rejoindre Vinci Park en 2012, qui deviendra Indigo. Indigo dont il prend la direction en 2023. Indigo, tout le monde connaît ça comme les parkings Indigo, mais attention, le groupe a beaucoup changé en France et à travers le monde, ces dernières années notamment. Il se présente non seulement comme un opérateur de parking, mais également comme un acteur de la recharge électrique, du vélo sécurisé, des services à la voirie et surtout des solutions aux collectivités. Alors à l'heure où la voiture n'est plus forcément la bienvenue dans toutes les villes et où on sent que la place peut manquer parfois, qu'est-ce que le métier de la gestion de parking? Quelles ont été ses mutations? Et surtout, quel genre de solutions les parkings peuvent encore apporter? Sébastien Fraisse, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Changement de vitesse. Merci beaucoup. Alors, Sébastien, comme je l'ai dit, vous prenez la direction du groupe donc en France d'abord en 2012, puis ensuite en 2023, vous allez rentrer sur l'ensemble de la direction donc internationale du groupe Indigo. C'est pas rien, c'est un très grand groupe qui aujourd'hui, je crois, a dépassé le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Comment est-ce qu'on est passé du monde justement des autoroutes à rentrer à l'époque chez Vinci Park? Comment ça s'est passé pour vous, cette petite mutation de l'autoroute au parking? Bon, ça a été finalement une mutation assez naturelle. J'étais effectivement chez Vinci Autoroute. J'ai fait un peu plus d'une dizaine d'années dans le milieu autoroutier, un milieu absolument passionnant. J'aspirais à la quarantaine à faire quand même autre chose, en voulant conserver ce que j'avais beaucoup apprécié dans mon métier, donc le métier de l'infrastructure, de l'aménagement du territoire. Et tout naturellement, dans le groupe Vinci, il y avait une entreprise qui me semblait pouvoir correspondre à cette recherche. Donc je m'étais tourné vers Vinci Park. Et puis le président de l'époque cherchait justement un patron pour la France, qui était susceptible de l'aider à accompagner un petit peu la transformation de l'entreprise et notamment dans ses relations avec les collectivités françaises. Donc voilà comment j'ai intégré Vinci Park. On avait coutume de dire chez Vinci Autoroute que les parkings c'était des autoroutes à vitesse nulle. J'en avais conclu que c'était forcément plus simple. Et puis en fait, non, j'ai découvert un monde Finalement, c'est pas forcément très plus simple. complexe, puisque vous voyez, 2012-2026, ça fait 14 ans, je suis toujours là, toujours aussi passionné. Et justement, quand vous êtes rentré, Vinci Park à l'époque, du coup, était déjà aussi internationalisé que le groupe Indigo maintenant? Oui, c'était déjà un groupe assez internationalisé, présent déjà, alors essentiellement en Europe à ce moment-là, également au Canada, aux États-Unis. Alors le groupe était plus petit, et le poids de la France était beaucoup plus important, le poids relatif, puisque la France a continué de croître, mais les autres pays, c'était une des priorités du groupe. Il fallait qu'on s'internationalise, qu'on soit moins dépendant des activités françaises. Et puis sur la décennie, on a fait aussi quelques arbitrages. Il y avait des pays dans lesquels on était présent et qu'on a décidé de quitter, parce que c'était des pays trop petits, des marchés qui ne correspondaient pas. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui dans combien de pays? Dans une dizaine de pays, et on a décidé de concentrer nos efforts sur les pays dans lesquels on avait de réelles perspectives de développement, de devenir un leader fort, dans lesquels on pouvait déployer nos stratégies. Donc ça donne une dizaine de pays en Europe, donc France bien sûr, Belgique, Espagne, Luxembourg, la Suisse, la Pologne. Vous êtes au Brésil aussi. Et effectivement, sur le continent américain, on est présent très fort au Brésil, en Colombie. On est leader sur le marché colombien. C'est une des implantations les plus récentes avec la Pologne en Europe. Et puis, on est également au Canada. Et comment on explique qu'il n'y ait pas d'autres acteurs qui aient une place assez forte qui empêche justement un acteur français sur le monde du parking de rentrer? Après, c'est une analyse pays par pays, marché par marché. On a nos critères, savoir dans quel pays il faut s'installer. Il faut que le marché corresponde à ce qu'on sait faire, un marché dit d'infrastructure et des contrats longs avec de l'investissement.
Il faut une réglementation mature où effectivement le stationnement soit un sujet qui soit encadré par la réglementation. Oui, il y a certains pays évidemment. où on n'est pas intéressé, je dirais, à court terme, mais ça viendra peut-être. Et puis effectivement, après, il faut regarder un peu la situation du marché, la concurrence, sa maturité. Et il se trouvait qu'on avait identifié, par exemple, au Brésil, qu'il y avait beaucoup de tout petits acteurs, mais pas de grands opérateurs. Et après, on a une méthode qui est bien la nôtre, on a acheté 50% d'une entreprise existante pour s'installer aux côtés de son fondateur, qui arrivait un petit peu au bout de son histoire, qui manquait de moyens pour continuer son développement. Donc on n'est pas parti de zéro, c'est pas C'est génial. Ouais. Ça, vous n'avez pas non plus racheté la boîte directement. Non, on a souhaité, et on a fait la même chose en Colombie et dans d'autres pays. On s'installe aux côtés d'un fondateur, on l'accompagne quelques années, ça nous permet, nous, d'avoir le temps de bien comprendre le marché. C'est la culture locale, la culture locale, d'être à l'aise avec l'équipe de management. Génial. Et puis à un moment, on décide de passer l'étape suivante, et 60, 70, 80, 100%. C'est ce qu'on a réalisé avec succès dans ces pays. Oui. Bon, alors, quand on dit d'abord parking, on pense vraiment une rampe, barrière, caisse automatique. On a l'impression que ça s'opère un peu tout seul. Je suis sûr que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que à première vue, on se dit mais c'est génial un parking. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini tes travaux, ça tourne, tu as une personne dedans, ça avance. Est-ce que c'est si simple que ça? J'imagine pas, mais quelles sont les complexités dans les coulisses opérationnelles d'un parking? Ce qui est compliqué dans un parking, comme dans tout service, finalement, c'est les cas où ça ne va pas se passer comme prévu. Une barrière qui ne s'ouvre pas, justement. Comment on fait comment on réagit. Bon, sachant qu'en plus, moi, quand je suis rentré il y a une quinzaine d'années, on m'avait dit les parkings, il ne se passe pas grand-chose, et les réglementations ont que peu évolué. Et c'est tout le contraire qui s'est passé pendant la dernière décennie, avec beaucoup d'évolutions, y compris technologiques. Donc maintenant, vous l'avez sans doute vu, dans beaucoup de parkings, la lecture de plaques devient un peu la norme. Ouais. Et donc beaucoup d'automatisation, ce n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Mais donc il faut s'organiser pour qu'en cas de pépin, on soit présent, réactif, ouais. Qu'on comprenne très vite la situation. Avec un cas très particulier, qui est le cas qu'on surveille, pardonnez-moi l'expression, comme le lait sur le feu, c'est l'incendie, parce que c'est vraiment dans le domaine du stationnement, du parking souterrain, c'est le scénario qu'on veut éviter absolument. Vous avez déjà vécu des situations, vous, comme ça, depuis que vous êtes à la direction d'incendie? Oui, statistiquement, compte tenu de notre nombre de parkings, oui, ça arrive plusieurs fois par an, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours grave. Hein. Il y a beaucoup d'incendies qu'on maîtrise très rapidement par l'intervention des équipes. Et puis de temps en temps, voilà, ça malheureusement, ça se gère un peu moins bien. Il y a des circonstances très défavorables. La situation la plus complexe à gérer. Enfin, le cauchemar de l'exploitant de parking, c'est évidemment l'incendie. Parce que je touche du bois, même si on n'est pas à portée de main, mais il n'y a pas de victimes dans les incendies de parking. Pour autant, si l'ouvrage est très, très endommagé, ça peut être préoccupant. Ça crée des dégâts matériels, les autres véhicules qui sont présents. C'est des pertes d'exploitation durables. Tout ça, malgré tout, c'est gérable avec une grosse partie de l'équipe en fait qui est concentrée, j'imagine, à distance. Oui, absolument. Et des agents terrain. Comment ça fonctionne C'est un mix en effet, avec un mix entre une présence locale quand même très forte, organisée en ce qu'on appelle des clusters, on dirait à l'échelle d'une ville typiquement. Évidemment, les équipes sont très polyvalentes, sont capables de passer d'un parking à un autre. Et puis bien entendu, typiquement au moment où les trafics sont les moins importants, on va penser par exemple très particulièrement à la nuit. On ne peut pas demander à tout le monde de rester là, donc on bascule sur un autre dispositif de ce qu'on appelle de téléopération. Donc on a un centre H24 365 jours par an qui est ouvert dans nos bureaux à La Défense. Et donc ça, c'est avec une surveillance caméra, 600 etc. parkings connectés, et on est capable effectivement d'avoir toutes les remontées d'alerte, tous les clients quand ils ont besoin de nous, qui peuvent nous contacter, et tous les équipements techniques, notamment de détection incendie, puisqu'on en parlait, qui sont connectés à ce centre et qui nous permettent de réagir très vite. Et sur le modèle économique même du parking, c'est quoi? Il y a une part qui est plus importante dans les abonnements ou dans le va-et-vient? Ça va dépendre d'un parking à un autre et d'un quartier à un autre, bien évidemment, mais pour donner quand même un chiffre, en France en tout cas, on a 2/3 des recettes qui émanent de ce qu'on appelle les visiteurs, les horaires. D'accord. Voilà, vous venez. Donc l'abonnement en fait permet d'avoir un modèle stable. L'abonnement, effectivement, l'intérêt de l'abonnement, c'est que c'est un revenu réputé plus récurrent. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'un abonné peut à tout moment décider de nous quitter. Enfin, ça nécessite quand même d'être assez pointu dans la manière de gérer son parking, parce qu'effectivement, les abonnés sont pas toujours présents. C'est la règle. Et donc, le métier de l'opérateur et de l'exploitant,
c'est de bien connaître le comportement de ses abonnés pour savoir quelle capacité il lui reste pour accueillir des visiteurs. Tout l'art étant d'avoir plus de visiteurs que ce qui reste quand on tient compte des abonnés, du nombre de places. C'est des concessions pour la plupart. Alors, je ne sais pas si c'est partout dans le monde. Je sais qu'en tout cas, ici, en Ile-de-France, c'est souvent des concessions. D'un pays à un autre, les modèles peuvent être un peu différents. Si on reste sur la France, le modèle dominant, effectivement, ce qu'on appelle la délégation de service public, la concession, c'est-à-dire que le parking reste propriété complète de la ville dans laquelle on opère. En général, c'est les villes, parfois les métropoles, agglomérations. Mais c'est nos clients principaux. Sur le portefeuille Indigo en France, c'est à peu près 80% de nos parkings. Et les autres, vous avez là encore différents modèles. Il y en a une partie dont nous sommes nous-mêmes propriétaires. Nous avons nos propres parkings, on a une 60aine à peu près en France. Et puis vous avez après des contrats que nous signons avec des propriétaires privés, centres commerciaux typiquement. Et enfin, que ce soit avec du public ou du privé, on a ce qu'on appelle des contrats de prestation de services, où ça veut dire grosso modo qu'on est juste là pour réaliser les opérations, mais que la recette et les investissements restent la responsabilité du propriétaire, qu'il soit public ou privé. Et quand c'est de la concession, c'est du partage de revenus ou bien c'est un loyer comme si j'étais locataire d'un lieu simplement? Là encore, toutes les formules sont possibles. Ça dépend du contrat et des négociations, mais vous avez un premier paramètre important, c'est quel est le niveau d'investissement qu'on va devoir réaliser. Oui. Avec le maximum étant quand on doit construire le parking. Et puis en fonction des recettes que nous prévoyons, des charges d'exploitation, de la durée du contrat et des investissements qu'on doit amortir, ce qui reste est partagé effectivement avec le propriétaire, par exemple la ville dans une concession. Et ce reste, il peut être une part fixe. Chaque année, on verse une forme de loyer. Et une part variable, c'est-à-dire un bout des recettes. Enfin, voilà, ils sont complètement alignés avec nous en matière d'évolution des recettes. Et le plus souvent, en fait, c'est un mixte des deux. Vous avez une part fixe et une part variable. Mais chaque contrat, qui peut être pour un contrat égal un parking, ça fait beaucoup de contrats. En France, on a à peu près 700 ouvrages. On doit avoir, bon an, mal an, 500 contrats. Chaque contrat a sa logique économique. Il n'y a pas de règle absolue. Enfin, il y a quand même un cadre légal. Oui, mais après, les paramètres sont à caler ça se négocie au fil de l'appel d'offres et en fonction de ce que veut la ville et de ce qu'on est capable de lui proposer. Il faut que je vous dise un truc, Sébastien, quand j'avais 18 ans, et je vous promets que c'est vrai, j'avais dit à ma mère, il faut que je monte un parking, c'est génial ce business. Mais vraiment. Oui, vous ne l'avez pas fait. Et je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et donc je me dis, est-ce que j'aurais dû le faire ou pas en tant qu'indépendant? Parce que je pense que c'est un tout autre monde quand vous me dites, on en opère X centaines et puis on a notre centre de commande de gestion, que le gars qui opère son petit parking au centre de Paris, par exemple. Il y a de la rotation, il y a de l'abonnement, il y a un besoin, mais c'est un tout autre métier. Mais est-ce que malgré tout ça, c'est aussi rentable? La rentabilité, elle s'examine. Enfin, ça dépend combien ça vous a coûté d'avoir cet ouvrage. Je l'ai jamais fait. C'est clair. Après, ce qui est vrai, c'est que l'avantage, comme c'est notre cas et tous nos compétiteurs, d'avoir un réseau, c'est qu'évidemment, vous pouvez amortir sur beaucoup plus de sites un certain nombre de frais. Qui est évidemment... Vous partagez en fait les frais. Absolument. Quand on développe par exemple des outils digitaux assez poussés comme nous en avons avec Indigo Neo, c'est évident que si on avait une dizaine de parkings en France, on n'aurait pas pu, entre guillemets, se payer ces solutions parce qu'on n'aurait pas eu l'assiette suffisante pour amortir les frais qui peuvent être importants. Donc voilà, plus vous déployez, plus ça vous donne une certaine force de justement à partager ces outils entre différents parkings. Oui, ça donne les moyens d'innover tout simplement. Aux clients qui se retrouvent dans le parking. Ça nous donne les moyens d'innover. Je parlais de centre de téléopération tout à l'heure. Évidemment que c'est compliqué à monter si vous n'avez que 10 parkings à téléopérer. Quand vous en avez 5 ou 600, vous pouvez voir les choses en grand. Donc vous investissez lourd sur les outils, justement, pour être capable d'être aussi efficace à distance que sur place. Ce n'est pas tout à fait possible quand vous n'avez qu'une dizaine de parkings sur lesquels vous devez vous pencher. Il y a un paradoxe intéressant. C'est qu'il y a pas mal de villes qui veulent réduire la place de la voiture, mais finalement qui ont besoin pour ça d'acteurs comme vous. Ça m'aurait paru paradoxal, même si je comprends tout à fait la logique. En fait, ils veulent au fur et à mesure enlever la voiture des surfaces, sauf que la voiture ne disparaît pas comme par magie. Et donc, c'est aussi là que dans cette transition des villes, même dans les villes qui ne sont pas forcément pro-voiture, vous, les acteurs du parking, vous avez encore un rôle fort à jouer. Je dirais que ce paradoxe est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une plus grande complexité des situations. Effectivement, les villes, tous les citadins, et c'est pas uniquement les Parisiens, aspirent à avoir moins de voitures en surface, sauf la leur, bien sûr, ça on connaît le paradoxe de chacun. Et donc effectivement, on est appelé par les villes sur le thème à comment je pourrais faire pour à la fois préserver l'accessibilité à mon centre-ville,
Parce que moi, j'ai pas 14 lignes de métro et je ne sais quoi d'autre. Et donc, vous avez des villes, y compris moyennes, qui disent moi, j'ai besoin de chasser un peu la voiture. Alors, je vous prends un exemple très concret. On a construit un nouveau parking à Saint-Jean-de-Luz il y a 2 ans. L'été, et voilà, tous les touristes arrivent, il y a beaucoup de voitures. On ne veut pas couper la ville aux voitures parce qu'on a besoin que la ville vive. Économiquement, bien sûr. Pour autant, à Saint-Jean-de-Luz comme ailleurs, on trouverait quand même plus sympathique d'avoir une belle place à côté du Vieux-Port plutôt qu'une marée de voitures. Tout simplement. Donc on a été amené à construire un nouveau parking souterrain au plus près du port de Saint-Jean-de-Luz. Il y a un superbe projet, mais voilà un cas de figure où, entre guillemets, même à Saint-Jean-de-Luz, on a ce type d'équation à résoudre qui est comment je continue de préserver l'accessibilité et donc le poumon économique de ma ville, avec une nouvelle équation qui est que les citadins veulent quand même, et donc un peu plus de place pour les vélos, un peu plus de place pour des moments en terrasse de café et autres. Donc c'est ville par ville, je dirais le problème, les données du problème sont différentes. Et donc ça nous donne à chaque fois l'occasion de se gratter à la tête et dire qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour atteindre l'objectif. Vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe ? À l'échelle du monde, on est un petit peu moins de 10 000, 9 600, 2 500 en France, avec des métiers ultra différents. Ce que j'allais vous demander, les métiers les plus représentés dans un les métiers les plus représentés dans un métier comme les nôtres, ça va être les métiers vraiment d'exploitants de parking, les gens que vous croisez dans les parkings, parce que le nombre de parkings fait qu'effectivement, ça fait du monde. Mais vous avez bien d'autres métiers, je dirais, assez classiques au niveau des directions support, des juristes, des directions techniques, etc. Et puis on a des métiers qui progressivement intégré le groupe, qui n'existait pas il y a 10 ans. On a une Digital Factory, voilà, donc je parlais de nos solutions Digital Indigo Neo, elles sont élaborées en interne, donc c'est des profils, des métiers tout à fait nouveaux. On a créé il y a très peu de temps un nouveau département e-mobility complètement dédié au déploiement de nos stratégies en matière de recharge électrique. Pareil, c'est des sujets, il y a 5 ans, on en parlait à peine, on posait 2 prises vite fait pour faire plaisir à la demande. C'est incroyable, c'est allé à une vitesse folle. Absolument, ouais, on est en 2026, en 2020-21, il y avait très peu d'électromobilistes. Il y avait 2 voitures, en général celle de la mairie. Vous avez imaginé que ça irait aussi vite ? On n'en était pas certain, ceci dit, on pensait que ça pouvait arriver, en tout cas on avait souhaité l'anticiper. C'est pour ça qu'on a été assez vite dans le déploiement de bornes électriques, et puis c'est pour ça qu'on a souhaité se doter d'une nouvelle équipe. Et pourquoi notamment, c'est que la chance du groupe en étant dans 10 pays, c'est qu'on voit quand même comment ça se passe ailleurs. Et il y a un pays qui était très en avance, on s'est dit il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas en France, c'est la Belgique. La Belgique, pour des raisons un peu structurelles, est plutôt en avance sur le déploiement du véhicule électrique, parce que le nombre de véhicules de fonction et d'entreprises en Belgique est très élevé. Oui. Et c'est évidemment par les entreprises que les flottes s'électrifient et se verdissent. Et donc on avait vu quand même arriver la chose, et en France ça va arriver aussi. On avait d'abord eu un réflexe défensif, c'est-à-dire on ne peut pas perdre nos clients, parce que quand ils vont avoir l'obligation d'avoir des véhicules verts ou électriques, il va bien falloir qu'ils se garent, et si on veut qu'ils continuent de se garer chez nous, il faudrait quand même qu'ils aient le service de base qui est quand même la recharge. Donc on avait eu cette première approche. Et puis un peu cheminant, on s'est rendu compte que non, il y avait même sans doute plus de valeur que ça à créer, parce que le comportement d'un électromobiliste est très différent de ses prédécesseurs qui sont encore véhicules thermiques, dans le sens où il finit par se charger là où il se gare. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a investi dans le déploiement de bornes, dans le développement de nos propres solutions. On a souhaité être complètement autonome sur nos solutions techniques. C'est ce que j'allais vous demander, c'est qu'il y a beaucoup de parkings qui ont des partenariats avec tel ou tel opérateur de bornes. C'est pas votre cas ? Non, nous on a 2 cas. On a tout ce qu'on appelle charge dite standard, c'est purement du Indigo. Alors évidemment, c'est pas nous qui les installons, on fabrique pas des bornes et on fait pas des travaux, mais nous opérons directement nos bornes, nous les supervisons. C'est un choix qu'on a fait il y a pas très longtemps, il y a 1 an. On avait au départ un partenaire, mais on a souhaité reprendre la main. Parce que quand le sujet est stratégique, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et par contre, on a des partenariats avec Engie, avec Electra, sur des stations de recharge dites plus rapides. Ouais. C'est pour ça que vous pouvez voir éventuellement ces marques dans nos parkings, mais qui restent encore des déploiements relativement évidemment mineurs par rapport au nombre de bornes qu'on déploie. On a plus de 7000 en France, qui fait de nous probablement le premier opérateur de recharge électrique en milieu urbain. C'est incroyable. 7000 dont 95% en souterrain, c'est pour ça que ça reste relativement discret, mais elles sont là, ouais. Ouais, dont de la recharge ultra rapide. J'ai vu dans une partie borne, recharge ultra rapide. Neuilly-sur-Seine avec Engie Vianeo, sur laquelle justement il y a eu tout un événement pour les VTC
Oui. pour justement proposer aux chauffeurs, professionnels du transport de personnes, de pouvoir venir découvrir ces bornes pour pouvoir se dire, attends, sur ton chemin ou en départ à l'aéroport ou à la Défense ou quoi, aux caisses avant d'arriver à Porte-Maillot, sache qu'en 20 minutes, tu peux te charger juste là en souterrain. On a été la première entreprise à déployer une station de recharge rapide dans un parking souterrain. C'était fin 22 à Paris, Porte d'Italie, avec Electra, notre partenaire. Là encore, à une époque où Léon se demandait si c'était possible techniquement, si la réglementation allait nous le permettre. Nous, on a fait la démonstration que oui. Alors, il fallait travailler sérieusement, il fallait faire des propositions. Mais on a pu le faire, on en est très fiers. Oui. Et depuis, ça devient une forme de standard. Et le véhicule utilitaire, il a sa place dans vos parkings ? Il a sa place quand il peut et le plus souvent possible. Et je vous vois sourire, mais vous me voyez venir. Il y a des choses assez têtues dans les conceptions de parking, et notamment la hauteur sous plafond. Ouais. Alors, le véhicule utilitaire, tant qu'il ne laisse pas le toit ou qu'il ne nous arrache pas tout l'équipement. Donc, on a quelques parkings avec des niveaux avec un gabarit un peu meilleur. C'est pas la règle. C'est plutôt ça, des éléments dans des nouvelles conceptions, on y prêtera plus attention, mais des parcs qui ont été conçus dans les années parfois 60, 70 et après, pas toujours prévu ce type d'usage, donc c'est pas simple d'y revenir. Alors, il y a quelque chose justement là-dessus qui me fait sourire aussi, c'est que j'ai vu passer un de vos posts sur LinkedIn où vous parliez de la conception des parkings qui a été conçue en fait. Les places de parking ont été pensées pour des Renault Clio des années 80-90. C'est la norme qu'on a aujourd'hui. Et en fait, nos véhicules, que ce soit malheureux ou pas, en tout cas, ont beaucoup évolué puisqu'ils ont, pour certains, doublé leur taille, leur empattement. Comment est-ce qu'on gère ça ? Puisque derrière, quand on arrive dans le parking, il ne faut pas non plus que l'automobiliste se dise « je suis trop à l'étroit ici » ou « je suis à risque ». Mais vous, en même temps, vous avez un parking qui est déjà construit. C'est-à-dire quoi ? On doit rénover sans cesse pour réussir à réaménager selon la taille des voitures ? On profite de rénovations lourdes parfois pour se reposer la question du dimensionnement. C'est vrai que la largeur des normes ont été bâties il y a quelques décennies. Les véhicules n'étaient pas les mêmes. Alors, on s'est un peu plus boursouflé. Alors, je ne parle pas des 4x4, etc., mais même la nouvelle R5, bien connue, là, elle est plus large que ses ancêtres thermiques. Moi-même j'ai une Renault Zoé qui est franchement pas une grosse voiture, malgré tout en largeur, et je me rends compte dans les rues. Dans les rues, je vois que je dépasse un peu, alors que je me colle, et malgré tout, voilà. Et là, on parle d'une petite voiture, donc les SUV qui sont de plus en plus nombreux sur les routes depuis ces 10 dernières années. Comment vous gérez Donc, dans les nouveaux ouvrages, on intègre, dans notre dimensionnement, on prend en compte ces nouvelles réalités, mais pour l'immense majorité de nos parkings qui sont quand même des conceptions plus anciennes, on essaie de faire au mieux. Il y a des choses qui sont malheureusement têtues, comme j'ai écrit dans le post, c'est la position des poteaux, la largeur des rampes, c'est pas toujours facile à corriger. Par contre, il y a un moment, il y a une réalité, c'est que la capacité d'un parking, c'est évidemment le fruit de ce qu'on a prévu et ce qu'on a dessiné au sol, mais c'est aussi le fruit du comportement des clients. Donc, de toute façon, si vos places sont trop étroites, les clients vont se garer à cheval sur 2 places. Donc, de fait, vous perdez une place. Donc, parfois, on fait son deuil, c'est-à-dire qu'au moment où on refait les peintures, on dit allez, on accepte de réduire, entre guillemets, officiellement la capacité du parking. De toute façon, dans les faits, on ne sait pas rentrer le nombre de voitures qu'on imagine sur les plans parce qu'il y a la réalité physique. Et c'est en général beaucoup mieux perçu parce que ça fait du coup des parkings beaucoup plus confortables. On ne perd pas forcément de fréquentation puisqu'encore une fois, de toute façon, la capacité n'était que théorique. Donc c'est des choses qu'on fait à l'occasion de rénovation quand on peut. Et donc ça, ces réglementations-là, elles sont amenées à changer ou bien pour le moment alors les réglementations, les normes sur évoluent. Les normes de taille qu'il faut prévoir pour une place de parking. Absolument, c'est des process un peu longs mais qui permettent d'évoluer. Mais je dirais que le parti pris d'Indigo, c'est de ne pas attendre l'évolution des normes, c'est de partir de notre expérience et notre expertise, et que quand on fait une nouvelle conception, un nouveau design, on prend acte de la réalité du parc automobile actuel. Enfin, c'est la moindre des choses. Mais c'est pas qu'un sujet de plus grands véhicules. Il y a eu une période, et on continue d'avoir des places à l'inverse plus petites, parce qu'il y a eu l'émergence des petits véhicules type Smart et autres. Et puis, nouveau sujet, pareil, dont on parlait très peu il y a 10 ans, les vélos. Il y a 10 ans, quand on nous parlait vélo, on achetait un rack, entre guillemets, chez Decathlon, composé dans un coin, si possible, pas utilisé. C'est plus du tout le service qu'on doit rendre. Et donc, on fait des parcs à vélos, des vrais parcs. On changeait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des vélos qui coûtaient bien moins cher et qui étaient du coup beaucoup moins volés. Donc même ceux qui coûtaient un peu plus cher étaient beaucoup moins volés dès qu'on les attachait convenablement. Ouais. Là, on parle de vélos qui ont entre 2 000 et 4 000 euros quand on parle de beaux vélos électriques. Assistance électrique, voire les vélos cargo. Et alors, j'ai vu à Paris La Défense, effectivement, que vous aviez très rapidement, dans les années 2020-2021,
commencer à travailler sur des sujets comme ça, de des pouvoir grands mettre parcs à en vélo, place des avec du parcs à vélo service. sécurisés. Sécurisé, fermé, avec de l'accès donc évidemment réservé aux utilisateurs, avec un peu de service. On s'est aussi rendu compte qu'on avait besoin souvent quand on faisait du vélo, de resserrer une vis, de réajuster une selle ou de Donc quoi, regonfler vous un avez petit des peu. permanences Alors, il y a deux d'ateliers, systèmes. Il y a en permanence, il y a des petits outillages à disposition pour les choses basiques. Et puis, on a des partenariats maintenant avec des boîtes dont c'est le métier que de faire l'entretien de vélo, qui, sur rendez-vous, voilà, et les gens le savent. Et s'ils Et ont ça, besoin c'est de assez faire une répandu. petite- C'est C'est plutôt récent, ça se déploie, Ouais. notamment à Paris. Et effectivement, on ouvre nos parcs à vélo aux équipes de maintenance qui veulent bien opérer chez nous. Alors, il y a un contrat derrière, il y a un partenariat. Donc, ça reste quand même sérieux et professionnel, mais ça fait partie des demandes, des besoins que l'on a. Alors c'est vrai, vous avez raison, les vélos n'ont plus tout la même valeur qu'avant, donc jamais j'aurais imaginé à 5 ans, 10 ans qu'un vélo accepterait de descendre dans un parking, quand bien même le tarif serait très bas, comme c'est le cas. Alors, dans les services ajoutés dans les parkings, encore une fois, là pour l'instant, on a parlé du vélo sécurisé, on a parlé de la recharge électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'espace que vous y consacrez ou aux efforts que vous y consacrez, c'est déjà quelque chose d'assez utilisé ou pas? Typiquement, la recharge électrique dans le parking Indigo, est-ce que c'est quand même quelque chose qui s'est bien démocratisé ou pas forcément, parce que, comme vous le disiez, le gars s'est déjà chargé chez lui, il s'est déjà chargé en faisant les courses et ceci et cela, et que donc finalement, il y a besoin de la borne pour rassurer, mais elle n'a pas forcément d'usage. Et pareil pour le vélo, est-ce que c'est par rapport aux capacités que vous avez? Parce que moi, j'avais vu le parc à vélo sécurisé devant Cœur Défense, si je ne dis pas de bêtises, à Paris-La Défense, c'était quand même quelque chose d'assez costaud. Est-ce que ça a rencontré l'usage à quelques années maintenant? Oui, alors ça rencontre son usage. Évidemment, ça dépend un peu du quartier et du besoin. S'agissant du parc sécurisé à vélo, comme c'est quand même un investissement relativement faible, en tout cas perçu comme raisonnable, c'est une demande maintenant quasi assez systématique de la part des villes, et c'est d'ailleurs une proposition qu'on fait de manière assez systématique. On ne fait pas forcément, a priori, une étude de besoin de savoir qui va vouloir se garer, parce que je pense que c'est un service qui fait partie désormais des standards. Donc oui, ça rencontre son succès. Dans certains quartiers, nos parcs sont quasi pleins. On pose la question de les agrandir. Dans d'autres quartiers, c'est beaucoup moins le cas, mais parce que, par exemple, vous avez un résidentiel autour déjà bien équipé, parce que plus récent, bien équipé je dirais, en stationnement vélo au niveau des sous-sols ou du rez-de-chaussée du bâtiment lui-même. Sur la recharge électrique, on avait fait le choix, et d'ailleurs poussé par la loi, la France avait fait le choix d'une loi assez volontariste, la loi d'orientation des mobilités, qui imposait un niveau d'équipement. Donc nous, on a fait le choix effectivement de l'appliquer de manière assez dynamique. Donc je dirais que l'offre est en avance sur la demande, ce qui est assez normal, mais les chiffres sont exponentiels. C'est-à-dire tous les mois, on bat le record du mois précédent. Entre 24 et 25, on a doublé le nombre et la durée de donc recharge. le taux d'occupation n'est pas dingue, mais par contre, la dynamique l'évolution est est énorme. Donc pour l'instant, je dirais on est complètement en ligne, voire même un peu en avance par rapport à nos projections. Modeste au sens, on n'est pas des hyper spécialistes, c'est aussi une économie qu'on découvre, une industrie qu'on découvre avec tout l'écosystème quelque part. Ça vous est déjà arrivé de vous mettre à fond sur un appel d'offres, de l'avoir, et après coup de vous dire que finalement, il aurait mieux valu ne pas l'avoir? Il m'est tout arrivé. Mettre à fond sur un appel d'offres, de ne pas l'avoir, de le regretter, de ne pas le regretter, de le mettre à fond, de gagner, de regretter de l'avoir gagné. C'est gagnant à tous les coups ou pas forcément? Moi, un contrat gagné, c'est quoi? C'est une offre qui a été jugée la meilleure, notamment sur le plan économique. Donc si vous vous êtes trompé dans vos hypothèses ou vous avez péché par optimisme... Taux d'occupation ou quoi? Bah oui, comment vous calculez ça en amont? Taux d'occupation d'un parking, s'il n'a pas été construit avant. Donc je peux comprendre si on a déjà des chiffres. Si on a un historique, c'est plus simple, c'est pas faux. Là, il n'y avait rien, on doit construire. Alors là encore, la chance du réseau Indigo, 2700 parkings dans le monde, 700 en France. Donc bon, voilà, on va dire, tiens, c'est tel parking de gare, parking de près gare, d'un cinéma, d'un centre commercial. Voilà. Cela. Donc on va aller chercher, on a beaucoup de... ce qu'on appelle en bon français de benchmark, de ratio, de data, et donc qui nous permettent de construire nos hypothèses. Donc oui, est-ce qu'on a déjà gagné des affaires dans des conditions qui se sont révélées pas les bonnes? Oui, la réponse est oui, statistiquement. Ouais. Alors le moins souvent possible, parce que si c'est à chaque fois, là, on a un problème quand même. Mais oui, c'est déjà arrivé. Généralement, c'est quand même un modèle sur lequel, quand on y va, si on a à peu près bien fait ses calculs... Oui, après, voilà, il y a ça. Et puis, là, encore une fois, à notre échelle, se tromper de temps en temps, c'est pas grave.
Ouais. Parce qu'on a la taille et parce qu'en loi statistique, si on foire une affaire sur 10, il nous reste les 9 autres quand même pour faire mieux. Après, il peut arriver que les raisons pour lesquelles les choses ne se passent pas comme prévu ne soient pas de notre ressort ou nos hypothèses, mais je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez bâti vos hypothèses parce qu'un cinéma doit s'installer à côté, puis finalement il ne s'installe pas, bah évidemment c'est assez mécanique. Hein, Et en fonction des activités, les fréquentations de parking ne vont pas être les mêmes. Oui, donc il faut quand même avoir les bons outils de pilotage, calcul de risque, et puis s'assurer où est-ce qu'on met les pieds. Absolument. Vous continuez d'ouvrir, de déployer encore beaucoup de parkings dans le monde, ou bien est-ce que là maintenant c'est plus de la reprise d'existants Les deux. J'évoquais Saint-Jean-de-Luz. Je pense qu'on construit entre 1 et 2, voire 3 nouveaux parkings par an. Le dernier qu'on a mis en service, c'est sur la station de ski de Tignes. Là encore, on peut imaginer pourquoi besoin, parce que tout le monde arrive en voiture et qu'il n'y a plus vraiment de place et que la municipalité avait besoin de quelque chose d'un peu plus accueillant, d'un peu plus propre. Pas laisser toutes les voitures à l'extérieur, surtout quand il neige. Mais c'est dur, parce que ça veut dire qu'en fait, pendant 4 mois, ça va bosser à fond, puis ensuite, quasiment rien, puis ensuite, pendant un mois ou deux en été. C'est gratuité, presque. Ouais. Mais à la limite, c'est pas dur au sens... Si vous le savez depuis le départ, vous faites vos hypothèses, faites les bonnes, faites vos calculs. Donc c'est un contrat qui va peut-être être un peu plus long que si on pouvait skier toute l'année. Mais dans ces cas-là, vous êtes accompagné par la collectivité. C'est-à-dire financièrement, eux, c'est un service rendu pour la collectivité, donc ils ont... On a nos modèles, et effectivement, tout à l'heure on l'évoquait, quand on a un surplus, on propose une redevance, et à l'inverse, quand les choses ne peuvent pas s'équilibrer parce que l'investissement est trop important au regard de la réalité des recettes qu'on attend, il peut y avoir une subvention de la part des municipalités, oui. Oui, parce qu'on parle quand même de sous-sol. Donc, c'est-à-dire qu'on a parfois, là par exemple en Ile-de-France, on peut avoir du RER, du métro, du gaz, du téléphone. Exactement, des conduits de gaz, de l'électricité. Enfin, c'est quand même des sacrés chantiers en termes d'ingénierie, de bâtiments. C'est un travail très hyper poussé. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas parce qu'ils vont prendre la grosse tête, mais on est très fiers de nos équipes techniques. Moi, je suis un chantier très compliqué qu'on a mené. On avait gagné un appel d'offres à Toulouse parce qu'on a un parking à construire, parce qu'on pensait que c'était le meilleur endroit au regard des besoins des usagers et des flux de circulation dans Toulouse. On avait choisi l'endroit que tout le monde avait cherché à plutôt éviter parce que c'était plus compliqué techniquement. C'est un ouvrage qu'on a donc souterrain, mais qu'on a construit, je vais dire, à cheval sur la voûte du métro. C'est quoi? J'ai une partie niveau parking, voilà, puis ensuite il y a le métro ici, mais en dessous je repasse niveau parking. Vous avez la voûte du métro et nous on va poser notre parking entre le sommet de la voûte du métro et la surface. C'est incroyable. On creuse. Bon. Ouais. Donc ça, il faut oser, il faut être un peu sûr de soi, il faut avoir les bons gars avec vous, la bonne entreprise. Il ne faut jamais oublier qu'on construit, je disais tout à l'heure, les poteaux sont têtus, mais les parkings sont encore plus têtus. Une fois qu'on l'a posé, le parking, on ne le bougera plus. Yeah. Et donc, il nous a semblé important de proposer à la ville, quand même c'était un petit peu plus cher en investissement, oui, le meilleur endroit. La bonne chose. Absolument. C'est un chantier qui s'est très très bien réalisé, parce paradoxalement, on n'a jamais d'ennui sur les choses les plus compliquées, parce qu'on les prépare tellement que c'est jamais là qu'on se fait surprendre, au fond. C'est sur les choses les plus anodines que parfois des ennuis. Mais globalement, non, sur la construction, on n'a jamais eu de grosses difficultés. C'est quand même assez expérimenté, oui. Mais on l'a dit, vous avez quand même une relation aux collectivités qui est hyper importante, puisque c'est à travers eux que vous pouvez poser et opérer des parkings. Mais aujourd'hui, quand on parle justement, on a parlé de recharge, alors de vélo sécurisé, il y a aussi du vélo en libre service, puisque vous avez maintenant racheté Smooth & Go qui opère Vélib. Donc c'est une filiale à 100% du groupe Indigo. Donc on parle de vélo en libre service, on parle de logistique, on l'a dit tout à l'heure, de digital. Est-ce que tout ça, ça fait partie d'une transformation économique, ou est-ce que finalement c'est plus une transformation du discours pour pouvoir avoir cette bonne relation avec la collectivité, c'est-à-dire pour pouvoir apporter des solutions à la collectivité, même si, au niveau économique, le business, ça reste le parking? L'évolution du positionnement. Ce qui est vrai, c'est que si on revient un peu à notre ADN, Indigo, comme vous l'avez rappelé au tout début, c'est pas une si vieille entreprise en tant qu'Indigo, 2014 précisément, et 2015 d'ailleurs pour la marque, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Pour autant, c'est une entreprise, enfin c'est Parc avant, donc on a plus de 60 ans d'existence. Bon, c'est quoi finalement notre ADN, notre raison d'être? C'est d'être aux côtés des collectivités dans leur transformation. Donc, c'est marrant parce que l'histoire en fait se répète. Dans les années 60, 70, qu'est-ce qui s'est passé? À Paris, tout d'abord, il y avait beaucoup de voitures, ça va vous rappeler quelque chose, tout en surface, il n'y avait pas de parking souterrain, et la ville s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
comment on gère ça. Et donc des entrepreneurs, entre guillemets de génie, ont dit, écoutez, moi je vais vous proposer un modèle très simple, je vais faire des travaux énormes pour faire des parkings souterrains. Évidemment, c'est pas gratuit, donc le parking sera payant et vous me donnez une concession sur la durée qu'il faut. Donc c'est la naissance, dans les années 60, du modèle de la concession de parking dans Paris. Et bon, déjà à l'époque, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'être aux côtés de la ville pour aller trouver des solutions à un problème ponctuel qui était qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une marée de voitures sur l'esplanade des Invalides. Hein. Alors, on a des belles photos, vous pourrez vous regarder. Et donc on a un peu oublié, ou sur la place du Capitole à Toulouse. Aujourd'hui, 2026, finalement, les villes continuent de se transformer et c'est très bien. Et notre ADN, c'est de continuer à rester pertinent et utile pour les villes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé, dans les sujets de vélo partagé, vous l'avez dit, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, par exemple, à Paris, dans des projets très ambitieux, très originaux, qui en plus nous sortent un petit peu de notre zone de confort, qui est la transformation de grandes surfaces de parking souterrain, entre guillemets, pour faire autre chose, pour rendre d'autres services utiles à la ville, d'autres services urbains, d'où les sujets soit de stockage, soit de logistique urbaine. Oui, c'est ça. Avec un point de départ commence à mettre un pied dans la logistique. Là, quand absolument, absolument. En disant, voilà, à Paris, on a des surfaces disponibles. À Paris, on a donné quelques chiffres assez simples. On a une centaine de parkings. C'est à peu près 1 million de mètres carrés. Je suis sans doute l'un des grands propriétaires fonciers à Paris, mais ça se voit. C'est un foncier particulier, souterrain exclusivement. 1,90 m, c'est le gabarit. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Pour autant, dans une ville qui se transforme et qui a besoin justement d'adresser certains sujets sensibles comme la logistique urbaine, Paris, c'est à peu près 200 000 colis à livrer tous les jours. Et donc, on a dit, il faut apporter, entre guillemets, notre foncier pour aider à résoudre cette difficile équation. Et globalement, le sujet de la logistique urbaine ne trouvera sa solution qu'à travers de l'innovation foncière. Le foncier, on en a. Alors évidemment, il est comme il est, et donc on y travaille. Et donc, le grand projet que nous avons actuellement, c'est le parking Foch, sous l'avenue Foch, un très grand parking, construit en 1968, 2000 places, ça fait 800 mètres de long, c'est un énorme volume. Et nous, on a dit, écoutez, ce qu'on va faire là-dedans, on va faire plusieurs choses. On va casser une dalle pour construire un volume cathédrale, parce que c'est souvent le sujet. Donc, voilà, on a le mètre 90, on oublie, on aura 5 mètres. Et avec ça, on va y faire descendre les poids lourds. On en profitera pour faire une gare à cars, une gare de remisage pour les autocars, qui est aussi un sujet parisien. C'est incroyable, ça. C'est avec ces 12 000 mètres carrés de plateforme de logistique urbaine. Donc les travaux sont en cours, c'est assez spectaculaire. Ça ne se voit pas parce que c'est souterrain. C'est incroyable. Vous allez faire descendre des poids lourds. Absolument. Sous la place de l'Étoile, presque, enfin sous l'avenue Foch. Près, ouais, sous l'avenue Foch, entre Dauphine et donc ils vont pouvoir descendre ici, décharger, et en fait ça va être rechargé par des plus petits véhicules. Et évidemment, après vous avez tout un système de logistique, c'est un hub de logistique urbaine, de services urbains, et ça repartira en vélo, en petite camionnette électrique. C'est génial. C'est un énorme sujet sur la logistique en ce moment. Les donc hubs, mais alors m'imaginer qu'il y en a rien à avenue Foch. Voilà. Donc vous voyez, c'est au plus près de Paris, comme on a là, c'est un cas unique. C'est un produit unique et c'est notre contribution justement à cette réflexion, comment on résout ce problème qui est quand même certainement coriace. Tout le monde profite bien du e-commerce, mais il faut en connaître toutes les conséquences. Donc on est très fiers de ça, ça nous éloigne de notre zone de confort. Alors pourquoi on le fait? Ça revient à votre question. C'est ça, parce que la ville de Paris en a besoin. Voilà, c'est ça, c'est aussi un accompagnement de la collectivité, quoi. Quand on est patron d'une entreprise, la question qu'on se pose tous les jours, c'est comment on crée de la valeur pour l'entreprise et comment on crée de la valeur durable, c'est-à-dire comment je reste utile pour mes clients. Et donc à Paris, comment on reste utile? C'est notamment avec ce type d'initiative et d'innovation. Et puis évidemment avec un modèle économique. Pas à cette échelle-là. À un endroit très sensible. Vous avez déjà eu, entre guillemets, un coup d'essai dans un endroit moins sensible que Non, on est allé tout de suite assez fort. On avait quelques expérimentations sur des nouvelles activités dans les parkings, mais sur des surfaces de 1000 m² où on cassait pas. La première fois qu'on casse une dalle complète, ce qui est très original dans notre projet, c'est que le parking restera un parking, dans le sens où on continue d'avoir 1000 places de stationnement. On a besoin. Vous avez quelques exemples ici ou là d'anciens parkings qui sont devenus autre chose. Là, nous, on dit non, ça restera pour au moins la moitié de ces surfaces un parking. Et pour le reste, on fera plein d'autres choses. Donc ça va être un cas assez unique, on est très fiers. En plein de travaux, on espère, normalement, tout ça devrait nous amener jusqu'à la fin de l'année en termes de le temps de commercialiser ces surfaces. Et donc ça va faire du bruit. Alors justement, le modèle économique d'un tel investissement logistique, puisque derrière, malgré tout, les logisticiens ont besoin de ces endroits, donc ça se finance aussi. De la même manière que vous revendez des places de parking visiteurs, il y a la possibilité de vendre des abonnements aux entreprises de logistique qui devront passer par là. C'est un modèle un peu différent, moins précaire, parce que les gens qui s'installent ont aussi des investissements, ont besoin de visibilité, mais en fait, on va leur louer les surfaces pour des durées relativement longues. Enfin, après, c'est une discussion acteur intéressé par acteur intéressé, mais effectivement, le modèle derrière, c'est de louer les surfaces,
pour permettre à des opérateurs de logistique d'exercer leur activité au plus près de Paris, avec du coup en plus pour nous, évidemment un modèle économique qu'on devine. J'investis, mais j'ai en face un revenu attendu qui est celui des loyers. Et en plus avec une visibilité peut-être même supérieure à celle du stationnement, puisque contrairement à un abonné un peu lambda qui peut décider, comme aujourd'hui le fin mai, d'arrêter son abonnement dans quelques semaines, quand vous êtes opérateur logistique installé avenue Foch, vous êtes là pour quelques années a priori. On parle de quel genre d'opérateur logistique, c'est-à-dire quel genre de métier? On verra bien ceux qui, pour l'instant, il y a beaucoup de contacts, mais on verra bien. Il faut que les travaux avancent. Mais vous avez tout type d'opérateurs de logistique. C'est aussi un monde qu'on découvre. C'est pour ça qu'on a un partenaire dans lequel on a d'ailleurs souhaité rentrer au capital, qui est Corsalis, qui est une petite structure spécialisée en conception et commercialisation d'espaces de logistique urbaine, spécialisée en reconversion de sites existants pour en faire des plateformes de logistique urbaine. On a travaillé avec eux sur ces premiers projets, on les a trouvés formidables et sans doute réciproquement, puisqu'ils ont accepté qu'on rentre à leur capital. Et donc voilà, oui, c'est aussi... faire un pivot sur son positionnement, c'est aussi accepter d'acquérir de nouvelles compétences. Nouveaux profils. Oui, on parlait de métiers qui n'existaient pas chez Indigo il y a 10 ans. Voilà un de plus. Des spécialistes en logistique urbaine et en conception de hubs de services urbains. On a décidé de ne pas apprendre par nous-mêmes, mais de faire d'abord appel à des partenaires et puis de les intégrer progressivement. Vous avez parlé des nouveaux métiers. Je parlais de Smooth & Go, donc du fait que maintenant, en fait, les Vélib franciliens sont opérés par une filiale qui appartient à 100% à votre groupe, au groupe Indigo. Est-ce que déjà ça change quelque chose pour le groupe Indigo dans ses opérations, dans sa manière de travailler, ou est-ce que c'est une cellule qui finalement, étant une filiale, il n'y a pas forcément de grands impacts au groupe, ou du moins à la direction française? Et est-ce qu'on doit voir arriver des nouveautés dans les services Vélib ces prochains mois ou années? Alors, le Vélib, c'est un sujet compliqué. Il y a un contrat, donc on doit un service, donc c'est celui qu'on doit rendre. Donc des nouveautés, il y en aura si le contrat évolue, au moment s'il y a des demandes supplémentaires qui trouvent leur compensation dans le contrat. C'est un métier très différent du métier de base qui est le nôtre, qui est celui du stationnement. Est-ce qu'il y a des connexions? Évidemment, un petit peu plus tous les jours, mais notamment dans le fait qu'on apporte d'abord un support à cette structure, qu'on essaie de faire progresser. On les accompagne pour leur permettre effectivement de relever un challenge quasi quotidien. Il faut savoir ce que c'est Vélib. Je rappelle, c'est 20 000 vélos à disposition du groupe public, 20 500 à disposition du public, 40% de vélos électriques à peu près, c'est les termes du contrat. C'est 470 000 abonnés. Donc, vous voyez un peu à dessein, je donne ces deux chiffres. Ça veut dire que si vous avez, disons, les 10%, c'est pas énorme, 10% des abonnés qui veulent le vélo à la pointe le matin, il n'y en a pas un pour tout le monde, mais c'est, structurel au dimensionnement du service. Donc c'est un petit peu comme le métro, quand vous le prenez à la pointe, il arrive qu'on ne puisse pas prendre la première rame et qu'on soit obligé d'attendre la suivante. Tout le monde a complètement intégré Vélib. C'est un peu différent parce que dès qu'on ne trouve pas son vélo ou dès qu'on n'arrive plus à le poser, on râle. Ce qui est sans doute normal parce que ce n'est pas une expérience très agréable. Pour autant, c'est quand même le fruit d'un travail extraordinaire des équipes, avec un service qui marche très fort. Là, vous voyez, il fait très, très beau en ce moment. On peut faire des journées à 160, 200 000 courses. Il faut savoir ce que ça représente en matière de... 200 000 locations, en fait, puisque dans la même journée. Si c'est dans des abonnements, etc., malgré tout, c'est voilà, 200 000 fois, quelqu'un prend un vélo, monte dessus et fait une course. Ça, c'est le service Vélib aujourd'hui en France. Voilà, alors, en Ile-de-France. Pas tous les jours, ça va dépendre de la météo, c'est très météo sensible. Les belles journées, quoi. Et les belles journées, oui, c'est à peu près 145 millions de courses par an. C'est tellement météo sensible. Parce que moi, je vois quand même, quand il pleut ou quoi, je vois quand même pas mal de monde, malgré tout. Écoutez, beaucoup moins que quand il fait meilleur. Quand il neige, il y a plus grand monde. D'accord. Donc ça, on le ressent vraiment dans les chiffres, c'est clair. C'est clair, oui. Et donc là, pour les prochains mois, les prochaines années, on devrait rester sur les mêmes modèles de Vélib, de vélo. Oui, sauf parce que le client souhaite faire évoluer les choses, mais ça reste un challenge que de maintenir un bon niveau de service avec ce produit. Entretien des vélos, un nombre absolument, un sujet vandalisme que l'on sait dans le périmètre, avec lequel on est bien obligé d'opérer, mais qui est évidemment pas très aidant à certains moments. Donc il faut voir Vélib comme un exploit quotidien pour les équipes qui n'ont pas toujours remercié, dont j'en profite pour le dire, parce que c'est un sacré challenge, 1500 stations. Il faut voir ce que c'est Vélib. C'est d'ailleurs unique au monde à cette échelle-là. Il faut savoir que Vélib fait autant de courses que le service de vélo partagé de New York, de Manhattan, avec 2 fois moins de vélos. Manhattan, il y a 40 000 vélos. Incroyable. Ouais, ça veut dire que c'est un service qui marche presque trop, qui marche très très fort.
Et donc, c'est pas toujours simple. Un vélo électrique qui ne se charge qu'en station, s'il est jamais en station parce qu'il passe de main en main, au bout d'un moment, oui, il est plus chargé. C'est assez mécanique. Sébastien, le groupe Indigo, vous l'avez dit, il s'est internationalisé, il a fait des nouvelles implantations, il est ressorti aussi de certains endroits, des acquisitions, des nouveaux métiers, on a parlé de logistique, de recharge électrique, de vélo partagé, de sécurisation. C'est quoi, si vous deviez décrire un peu votre feuille de route ou les grands projets à faire à vivre ces prochaines années, aussi bien géographiques que serviciels? Alors, géographie, c'est de poursuivre notre stratégie qui est, dans les pays où on est présent, d'être de plus en plus fort. Il y a encore quelques pays où on a besoin de faire de la croissance. Je pense à la Suisse, je pense à la Pologne, au Brésil, on peut encore faire. C'est un pays immense, c'est un pays continent, le Brésil. Donc, quand bien même on est numéro 2 au Brésil, il y a encore un champ de conquête assez incroyable. En Europe, il y a encore des pays qui peuvent nous intéresser, donc on est toujours à l'affût d'opportunités. Et puis, sur le plan serviciel, c'est de poursuivre la digitalisation. Le stationnement est un service qui n'échappe pas à la digitalisation des services. Donc, c'est Indigo Neo en ce qui nous concerne. C'est beaucoup de services qu'on a déployés avec des offres particulières pour les professionnels. On a ouvert l'année dernière des offres nouvelles pour les professionnels. Indigo Pro, la recharge électrique qui va intégrer nos outils digitaux. Donc ça, maintenant, ça va toujours pas être vos bornes, mais... Nos bornes dont on est propriétaire, qu'on opère nous-mêmes, pour la partie vraiment recharge, quand je dis pas standard. vos bornes, c'est en termes de construction. Ah non, mais nous, on fabriquera pas des bornes. Donc vous achetez des bornes sur lesquelles vous travaillez. On achète des bornes que l'on fait installer et que l'on intègre complètement à notre écosystème. C'est-à-dire nous en faisons la supervision, nous organisons la maintenance avec un partenaire. Donc on est capable vraiment toute une palette de services autour de ça aussi. Absolument, et on téléopère. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on vient de passer sur nos systèmes, notre réseau de 2500 bornes en Belgique. Ah oui. Voilà, donc on est très content de ça. Ça s'est fait en un claquement de doigts. Alors après des mois de préparation, je ne veux pas surtout, si encore les équipes m'écoutent, sous-estimer leur travail, mais encore une fois, une affaire rondement menée. Ouais. Et donc, pour revenir à votre question sur l'avenir, c'est élargir la palette des services. Qu'est-ce qui fait que dans 10 ans, puisqu'on a fêté les 10 ans d'Indigo l'année dernière, quand on fêtera les 20 ans, qu'est-ce qui fera qu'on sera fier ? C'est ça, justement, c'est d'avoir eu la capacité à déployer dans le plus de pays possible l'ensemble de la palette. Parce que je parlais beaucoup de sujets, mais évidemment, la situation à Sao Paulo et à Paris, ils n'ont juste rien à voir. On ne fait pas de logistique urbaine à Sao Paulo, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera un sujet. Des nouveaux pays, on y travaille. Des pays, j'en ai parlé, la Pologne, la Suisse, par exemple, où il faut qu'on soit un peu plus gros, un peu plus présent, avec un meilleur réseau. Et puis une palette de services qui continue de nous rendre aux yeux des villes comme le partenaire idéal pour faire évoluer leur ville. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée du président, mais on n'est pas le 1er janvier, mais je profite quand même. Ouais. Merci beaucoup Sébastien Fraisse. C'est moi qui vous remercie. Président du directoire du groupe Indigo, merci à vous. Moi franchement j'ai appris énormément de choses sur ce monde des parkings qui bizarrement me fascinait. J'ai appris que c'était un amour de jeunesse. C'est dommage si on l'avait su passer nous voir. Une carrière ratée. Pour un stage, une formation accélérée. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite beaucoup de réussite sur non seulement, comme on l'a entendu, les implantations géographiques, mais aussi tous les services. Il y a beaucoup de choses que vous mettez en place et vous accompagnez aussi finalement la transformation des villes et des usages. Absolument. Donc, merci et puis bonne réussite pour la suite. Merci beaucoup. À vous également.